C'est une fourmi vue de face. Au cas où vous aviez un doute. Bien. Donc les fourmis, évolution, organisation sociale, on change de sujet, mais pas tout à fait en fait. Parce que, en réalité, les hyménoptères sociaux, les hyménoptères, ce sont ces organismes que sont les fourmis, les abeilles, les guêpes, les bourdons et d'autres, beaucoup d'autres. Mais les sociaux, ce sont ceux-là. Eh bien, les hyménoptères sociaux sont un extraordinaire modèle biologique pour étudier la théorie de la sélection de la parentèle de Hamilton, justement, et de l'altruisme. Pourquoi ? Parce que les fourmis, prenons le cas des fourmis ou des hyménoptères en général, ont un déterminisme du sexe qu'on appelle haplodiploïde. C'est un peu barbare, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les mâles sont haploïdes. Ça veut dire que les mâles sont issus d'œufs non fertilisés. Ce sont des œufs qui n'ont pas été pénétrés par un spermatozoïde. Ils ont donc que N chromosomes, et pas 2 N chromosomes. Et les femelles sont, elles, issues d'œufs fertilisés, classiques comme chez nous. Ça a un impact incroyable, parce que comme les mâles sont haploïdes, ils ont N chromosomes, ils ne subissent pas de méiose. Et donc, tous leurs spermatozoïdes sont identiques. Et de même, comme ils sont haploïdes, les mâles n'ont pas de père, puisqu'ils sont issus d'un œuf non fertilisé. Et les pères n'ont jamais de fils, puisque tout œuf fertilisé donne une fille. Ça, pour un biologiste, ça fait réfléchir. Eh bien, ce système a une application génétique très simple, c'est qu'il entraîne des asymétries très bizarres. Regardez un couple d'hyménoptères, une femelle ABCD et un mâle EG. Il a bien 2 fois moins de gènes que celui-là. La femelle va donner 50% de son génome à ses fils et à ses filles. Ici, par exemple, je l'ai mis AD, la moitié de son génome, AD. Ici, AC, et là, une troisième fille, AD. Elle donne la moitié. Elle a, en moyenne, 50% de gènes en commun avec chacun de ses descendants, puisqu'elle leur donne la moitié, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le mâle, lui, comme il ne subit pas de méiose, tous ses spermatozoïdes ont le même génome. Et donc, il transmet EG à tout le monde. Ça veut dire que 2 filles ont la moitié de leur génome en commun. Donc, elles ont déjà 50% de leur génome en commun, qui est la part paternelle, plus une chance sur 2 d'avoir le même génome issu de leur mère. Donc, les sœurs sont apparentées à 75% plutôt qu'à 50%, grâce au fait que les mâles donnent la même chose à tout le monde. Et donc, dans un système comme celui-là, les femelles peuvent optimiser leur succès reproduction, en termes de reproduction, en favorisant l'élevage de leurs sœurs, plutôt qu'en se reproduisant elles-mêmes et en donnant 50% de leur génome. Une femelle prise au hasard transmet 50% de son génome dans ses filles, mais elle peut en transmettre 75 dans une sœur. Fastoche, je préfère élever mes sœurs, c'est plus rentable génétiquement. Et c'est comme ça que la caste ouvrière stérile apparaît. Alors les fourmis, ce sont des organismes extraordinaires. Extraordinaires. On connaît plus de 11 000 espèces qui ont été décrites et on est convaincu qu'il y en a encore à peu près autant à découvrir. Ça fait beaucoup, 11 000. Mais plus que le nombre d'espèces, c'est le nombre d'individus qui est affolant. Elles sont omniprésentes. On les trouve partout. On les trouve dans les forêts humides, tropicales et dans le Sahara. On les trouve dans les steppes les plus froides et on les trouve sur les plages de Normandie. On les trouve sur les marches d'un temple maya en Amérique centrale et sur celles de l'hôtel de ville de Paris. On les trouve partout. Il y a des fourmis qui nichent dans le sol, il y a des fourmis qui nichent sur le sol, il y a des fourmis qui nichent sous les troncs d'arbres, il y a des fourmis qui nichent dans la canopée, il y a des fourmis qui nichent tout en haut de la canopée. Il y a des fourmis qui vivent à côté de l'eau, il y a des fourmis qui vivent dans le désert, il y a des fourmis qui vivent là où il fait froid, il fait chaud. Il y en a partout. Quelques milligrammes, c'est-à-dire le millionième de votre poids individuel. Vous pesez 1 million de fois plus lourd qu'une fourmi, vous, un individu. Mais si vous aviez l'occasion de ramasser toutes les fourmis de la planète et de les mettre dans un grand sac, et tous les humains de la planète, on avait combien de milliards? Je ne sais pas combien, mais beaucoup. 7. Et on les met dans un grand sac aussi. Et on les met sur une balance à plateau, le poids est équilibré. Les fourmis du globe pèsent le même poids que tous les humains. En fait, à chaque instant, on considère, c'est une estimation, qu'il y a 1 million de milliards de fourmis qui crapahutent partout. Ça fait beaucoup. Rien que dans la forêt amazonienne, par exemple, si vous prenez le poids sec, la biomasse sèche des fourmis, vous ramassez toutes les fourmis de la forêt d'Amazonie, eh bien, en poids sec,
elles pèsent 4 fois plus lourd que tous les vertébrés de la forêt amazonienne, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les batraciens, les reptiles, qui pèsent 4 fois plus lourd. Un seul arbre de la forêt péruvienne, un seul arbre, peut comporter 43 espèces de fourmis différentes. 43, c'est plus que ce qu'on en trouve sur toute l'Angleterre ou sur toute la Finlande, sur un seul arbre. Donc, extraordinaire succès écologique. Il ne faut pas aller si loin d'ailleurs, hein. Dans le Jura, en France et en Suisse, mais dans le Jura français, entre autres, on trouve cette fourmi des bois qui constitue des nids en épines de pin. Chacun de ces nids contient 300 000 fourmis. C'est rien. Mais un nid, ce n'est pas une colonie. Les colonies de cette espèce, c'est plusieurs milliers de nids qui sont connectés les uns aux autres, jusqu'à 1000 nids. Ça veut dire que la colonie fait 300 millions d'individus. Si vous allez à la Côte d'Azur, vous aurez rencontré cette fourmi d'Argentine. Elle est partout, elle a tout chassé. Il n'y a qu'elle. Cette fourmi d'Argentine, elle grouille, elle vient de l'Amérique du Sud, comme son nom l'indique, elle grouille avec une densité de 200 millions d'individus à l'hectare. Un hectare, c'est 100 sur 100. Hein. 200 millions d'individus dans un carré de 100 sur 100, ça fait beaucoup. Eh bien, l'extraordinaire succès écologique des fourmis repose en grande partie sur 2 facteurs. Le premier, une extraordinaire division du travail qu'on appelle le polyétisme et qui permet d'avoir des individus reproducteurs, qu'on appelle les reines et les mâles, et une caste stérile, travailleuse, les ouvrières. Et un second facteur qui est l'élaboration de systèmes de communication extrêmement sophistiqués, principalement chimiques, mais également tactiles, visuels ou sonores. Voyons, si vous le voulez bien, le polyétisme. Le polyétisme, c'est division du travail dans les sociétés, est souvent accompagné d'un polymorphisme, d'une différence de taille entre les individus. Voici un exemple que je vous ai déjà montré. Regardez la taille de la reine qui pond avec les ouvrières qui travaillent. Il existe donc une grande différence de taille entre les reproducteurs et les non-reproducteurs. C'est vrai chez la fourmi de feu, c'est vrai chez cet atta. Voici la reine et voici une ouvrière. Les pondeuses sont beaucoup plus grandes. Ici, la pondeuse est tellement grosse que son abdomen s'est complètement dilaté. Voici des œufs qui sortent. À elle seule, cette reine constitue des sociétés de fourmis légionnaires qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'individus. Elle est la seule à les avoir produits. Lorsque la reine n'est pas si grosse, ce n'est pas grave. Vous avez des espèces où il n'y a pas une reine, mais il y a plein de petites reines. À ce moment-là, tous ces individus marqués avec de la couleur, ce sont des reines. Les ouvrières sont moins petites que tout à l'heure, toute proportion gardée, mais vous avez des reines moins fertiles, mais il y en a plus. Donc ça revient au même. Ça pond, ça pond, ça pond, et ça se reproduit. D'ailleurs, cette différence dans la division du travail entre les reproducteurs, les reines, et les ouvrières stériles se traduit par des différences morphologiques très claires, puisque voici un dessin d'ovaire de reine et voici un dessin d'ovaire d'ouvrière. Vous voyez qu'il n'y a pas match. Ils sont complètement régressés. Le polyétisme, cette division du travail, se traduit donc par un polymorphisme entre les reproducteurs et les non-reproducteurs, mais même au sein des ouvriers, enfin des ouvrières, parce que ce sont toutes des femelles, même au sein des travailleurs, il y a également un polyétisme, une division du travail qui s'accompagne d'un polymorphisme, d'une différence de forme. Chez cette fourmi camponote, vous avez des petits individus et des grands individus ouvriers. Ce sont tous des ouvrières. Tout le monde travaille, personne ne se reproduit. Mais vous avez une différence d'activité. Ceux-ci restent près du nid, s'occupent d'élever le couvain, s'occupent éventuellement de reconstruire. Ceux-là servent à défendre la colonie, à aller ramasser des grosses graines ou des grosses proies. Même chose ici, avec des fourmis de tailles différentes, de formes différentes. C'est la même espèce, c'est la même colonie, ce sont des sœurs, mais avec des fonctions différentes et donc un polymorphisme différent. Le summum est atteint chez les fourmis du genre Phédologeton d'Asie, et en particulier en Inde. Regardez ce soldat ici, ce major, comme on l'appelle, qui est énorme par rapport à ses sœurs, qui sont plus petites. Ils n'ont pas les mêmes tâches, mais lorsqu'on peut atteindre des pics, on les prend en photographie. Voici ici un Phédologeton d'Inde, la tête d'un major, donc d'une ouvrière costaude, et de sa sœur, son corps est là. Donc la plus petite était posée sur la tête de la plus grande. Donc au sein des travailleurs, vous avez aussi un polymorphisme. Et bien sûr, tout le monde ne fait pas n'importe quoi. En règle générale, ce polymorphisme, cette différence physique entre les individus, se manifeste surtout dans la forme de la tête et des mandibules. Les mandibules sont assez extraordinaires chez ces bestioles. Elles servent à différentes tâches. Regardez ici, par exemple. Ça, c'est la caste soldat d'une fourmi légionnaire. Vous avez vu ces mandibules-là? Ça sert à protéger la colonie. Je peux vous assurer que c'est efficace. L'expérience personnelle vécue fait que quand ça vous mord, vous le sentez, croyez-moi, je vous déconseille d'essayer.
Ceux-là aussi, ils savent mordre. Ils ont des mandibules hyper développées avec des muscles extraordinaires qui permettent d'attaquer tout un truc qui pourrait menacer la colonie. Ceux-là aussi ont des mandibules un peu transformées comme des lances. Et d'ailleurs, chez une espèce ici, pakistanaise, ah oui, parce qu'il y en a partout, elles sont toutes différentes. Hein. Chez cette espèce pakistanaise, les mandibules sont transformées en 2 harpons. Et ça leur permet de capturer, ça doit être un colambole, ça doit être un petit insecte. Ils prennent leur proie, tchac, ils les embrochent, spécialisés dans la chasse. Donc il n'y a pas que la défense, ça peut être la chasse aussi. Alors celle-là est extraordinaire aussi. C'est une fourmi Odontomachus avec des mandibules, et ce sont les mandibules qui s'ouvrent le plus. Regardez ça, elles sont à 180 degrés. Ce sont des pièges redoutables. Ce sont des pièges redoutables pour capturer des insectes. À l'extrémité antérieure de la tête, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez les voir de là où vous êtes, de fines soies, de fins poils. Ces poils, lorsque la bestiole se balade dans les bois, mandibule ouverte, stitch, comme on dit en Belgique, partent vers l'avant. Et dès que l'animal capte une proie avec ses soies, schlax, les mandibules se referment. Eh bien, le temps qu'il faut mesurer en labo entre le moment où les soies sensorielles détectent la proie et le moment où la proie est coincée, elle est de 0,33 millième de seconde. 0,33 millième de seconde, c'est le réflexe le plus rapide connu dans le règne animal. Pour vous donner une idée, le saut d'une puce, c'est 1 millième de seconde. Donc c'est 3 fois plus lent. Pour vous donner une idée, l'envol d'une mouche, quand vous voulez l'attraper, 10 millièmes de seconde. Donc quand vous l'avez, chapeau. 10 millièmes de seconde. Et l'ouverture de votre airbag, en cas d'accident, dans votre voiture, il est de 15 millièmes de seconde, c'est-à-dire 45 fois plus lent que la vitesse de fermeture des mandibules de cette fourmi. Alors, beaucoup moins spectaculaire, quoique tout aussi efficace, cette fourmi vit en France. Elle s'appelle Fédolée. On la trouve beaucoup sur le sud de la France, et en particulier du côté de Cahors, Montauban, Toulouse. Et vous voyez qu'il y a 2 castes d'ouvrières, des petites minors et des grosses majors. Et ces grosses majors ont vraiment une très grosse tête avec des bonnes petites mandibules. Et ces majors ont une fonction très simple, ils ne servent qu'à la défense. Rien d'autre. Ce sont des soldats. On les appelle des soldats. Mais ils sont quand même efficaces, parce que lorsque vous avez des fourmis vertes qui ont un territoire et que dessus vient se balader une fourmi rouge, vous voyez son spot, les petites fourmis vertes vont capturer la fourmi rouge, ici c'est chez nous, on t'attrape, ils vont chercher un soldat, et le soldat va défendre la colonie en tuant, en exécutant la pauvre fourmi intruse. Comment? En la découpant en 2. Ici, elle l'a coupée au niveau de l'abdomen. Voilà l'abdomen et voilà la tête de notre fourmi intruse. Donc ces soldats ont une fonction. Ces soldats ont une fonction parce qu'ils défendent les colonies. Mais vous allez me dire, c'est bien, mais faire des gros machins comme ça, des gros camions, avec des grosses mandibules, toute l'année, et maintenir ça, ça coûte cher. Les produire, ça coûte cher, et puis les maintenir pendant qu'il ne se passe rien, ça coûte cher. Toute armée coûte cher. Et donc la meilleure stratégie avec une armée, c'est de l'ajuster en fonction des contraintes et des menaces, évidemment. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a jamais de menaces, ça ne sert à rien de constituer une armée gigantesque et hyper performante, parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Elle coûtera plus d'énergie qu'autre chose. À l'inverse, si vous êtes enquiquiné tous les jours par des intrus, il vous faut une armée capable de vous défendre. Est-ce que les fourmis sont capables d'adapter cela en fonction, donc la production de soldats, en fonction de la menace qui court? Eh bien oui, elles sont capables de le faire. L'expérience a consisté à prendre des sociétés de cette fourmi-là méditerranéenne, à retirer tous les soldats et à regarder à quelle vitesse et en quelle quantité sont produits de nouveaux soldats dans des sociétés tests qui peuvent percevoir l'odeur d'une société voisine. Elles ne les rencontrent pas physiquement, mais elles les sentent. Elles sentent qu'il y a un danger, et dans des sociétés contrôle où il n'y a pas de danger, l'environnement est calme. Et vous voyez que très vite, la ligne jaune représente les sociétés tests. Après 7 semaines, les sociétés tests expérimentales ont produit plus vite et 2 fois plus à peu près de soldats que les sociétés dans des situations contrôle. Donc, les fourmis sont capables d'ajuster la vitesse de production et la quantité de soldats produits en fonction de la menace. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre plasticité sociale. C'est que les soldats ne font que se battre et ils ne servent à rien. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Parce que si vous retirez
En fait, en moyenne, dans ces sociétés, vous avez 10% de soldats et 90% de petites, de mineurs. C'est les mineurs qui travaillent, les soldats ne foutent rien. Et d'ailleurs, dans une situation normale, si vous regardez le nombre de comportements par major et par heure, en fonction de la proportion de mineurs, vous voyez qu'en temps normal, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils font un mouvement à l'heure. Allez, j'exagère un peu, ils font un mouvement social à l'heure. Ils peuvent se gratter, bien sûr. Mais enfin, participer à une tâche, transporter un machin, faire un peu de nettoyage, un truc à l'heure. Alors que les mineurs travaillent comme des dingues. Par contre, si vous retirez des mineurs expérimentalement, donc si vous retirez ceux qui travaillent vraiment, après un certain temps, les soldats vont commencer à se comporter comme des mineurs. Ils vont faire le nettoyage, ils vont nourrir les larves, ils vont lécher la reine, ils vont faire toutes les petites tâches ménagères de la maison. Donc, il existe une plasticité. En fait, en situation de guerre, ils sont là pour défendre la société. En situation de paix, ils travaillent éventuellement comme la protection civile. Ils aident en cas de pépin ou en cas de nécessité. Mais ce sont les mêmes individus, ce n'est pas deux individus différents. Alors, ce polyétisme, comme je vous l'ai décrit, est souvent associé à du polymorphisme, mais pas toujours. Vous avez des tas d'espèces de fourmis chez lesquelles, encore des fourmis françaises, chez lesquelles toutes les ouvrières ont la même taille. La reine est ici, donc elle est évidemment beaucoup plus grosse. Mais toutes les ouvrières ont la même taille, elles ne font pas toutes la même chose. Donc, le polyétisme, la division du travail ne repose plus cette fois-ci sur une forme, mais sur l'âge. Et ce polyétisme d'âge est bien connu chez les abeilles. Il a été très très bien étudié chez les abeilles, puisque chez les abeilles, mais il est comparable chez les fourmis, les jeunes, donc ça vit à peu près un mois, les jeunes restent au nid et font du ménage et nourrissent les larves. Les un peu moins jeunes, quand elles ont une semaine, elles commencent à réparer la ruche. Les plus âgées construisent la ruche. Après 3 semaines, elles sont gardiennes près de la ruche, enfin près du nid, à l'entrée du nid. Et puis, quand elles ont un mois, elles sortent fourrager. Et de toute façon, là, elles vont encore vivre une semaine et puis elles vont mourir parce que, voilà, elles se font attraper par des prédateurs, elles perdent leur route, que sais-je encore. C'est le même schéma chez les fourmis. Ce polyétisme d'âge est en fait extraordinairement bien étudié et en particulier, il est étroitement associé à l'expression de certains gènes dans le cerveau. Ça a été étudié chez les abeilles, donc je fais une toute petite parenthèse sur les abeilles parce qu'on n'en sait encore rien chez les fourmis, mais ça a été bien étudié chez les abeilles puisqu'on connaît le génome. Tout le génome de l'abeille a été séquencé. Chez les abeilles, vous avez 2 grands groupes de comportements, les nurses qui restent au nid et qui nourrissent les jeunes, et les fourrageuses qui vont chercher le miel, le nectar. Et la question, c'est de savoir, mais dans le fond, est-ce que ces 2 comportements, qui sont liés à l'âge, les jeunes au nid et les vieilles dehors, se traduisent par des expressions génétiques différentes dans le cerveau? Alors la manip a consisté à faire un truc assez inhumain, mais néanmoins ça a été fait par des collègues américains. Ils ont étudié l'expression de 5500 gènes dans le cerveau. Il faut savoir que l'abeille en contient 14 000 à peu près des gènes. Donc ils ont pris plus du tiers du génome de l'abeille. Et ils ont regardé l'expression de tous ces gènes dans 2 groupes de 60 individus, 60 nurses et 60 fourrageuses. Et je vous passe la méthode analytique pour étudier l'expression des gènes. Mais ce que vous voyez ici, c'est l'expression de ces gènes, de ces différents gènes pour les 60 individus young ou old, jeunes ou vieilles, nurses ou fourrageuses. En jaune, les gènes qui ne s'expriment pas, et en bleu, les gènes qui s'expriment. Et vous voyez qu'on a là un formidable complément d'expression. Les premiers gènes ne s'expriment pas chez les nourrices, mais bien les derniers, alors qu'ils s'expriment chez les fourrageuses, mais pas les autres en dessous. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne résout pas le problème. Est-ce que c'est parce qu'elles sont jeunes ou c'est parce qu'elles sont nourrices? Alors ce qui est extraordinaire avec les abeilles, c'est qu'il y a moyen de faire un truc formidable, c'est que vous pouvez constituer des cohortes uniques. C'est-à-dire que vous avez votre colonie, votre ruche, vous pouvez retirer toutes les fourrageuses. Il n'y a plus personne qui ramène de la nourriture. Vous retirez toutes les vieilles. Alors il y a toutes les jeunes qui sont là et elles ne savent rien faire parce qu'elles sont dans le nid. Et tac, ça va déclencher le comportement de récolte de nourriture chez des jeunes. À l'inverse, si vous retirez toutes les jeunes, les vieilles reviennent avec du nectar, puis il n'y a plus personne au nid pour les récupérer. Et il y en a certains qui se transforment en nurses. Et donc vous pouvez avoir des individus de même âge, mais de fonctions différentes. Et là, quand on réétudie le même phénomène, les 5000 gènes du cerveau, on constate que c'est en fait l'activité et pas l'âge qui est responsable de l'expression des gènes dans le cerveau. Vous avez ici les jeunes nourrices en jaune et puis en bleu, exactement comme ici. Vous avez des jeunes fourrageuses, donc des jeunes qui sortent récolter de la nourriture parce qu'on a retiré toutes les vieilles, et hops, elles se comportent comme des vieilles, c'est-à-dire comme des fourrageuses, alors qu'elles sont jeunes.
Et l'inverse est vrai pour les vieilles nourrices. Les vieilles nourrices se comportent comme des jeunes nourrices. Et les vieilles fourrageuses se comportent comme des fourrageuses. Donc, c'est bien la tâche qui détermine l'expression du cerveau, ou l'expression qui détermine la tâche, on n'en sait trop rien, mais qu'il y a une association entre les deux, ça c'est clair. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau dans l'expression des gènes. Division du travail, étroitement associée à l'expression des gènes dans le cerveau. Tac. Le deuxième élément fondamental du succès écologique de ces bestioles, c'est la communication, je vous l'ai dit. Alors, nous vivons, nous humains, dans un monde de communication principalement visuel et acoustique. Notre cher petit chimpanzé ici fait une mimique visuelle qui est tout à fait caractéristique chez les chimpanzés. C'est une mimique d'excuse. C'est assez crédible, je trouve. Il a peur de se faire taper dessus parce qu'il a fait une bêtise. Voici une forme de communication visuelle. Nous la connaissons bien. Cette forme de communication visuelle chez les humains est très très forte. Hein. Bon, bien sûr, on se parle, mais la communication visuelle, certains éléments de la communication visuelle sont par exemple tout à fait instinctifs. Les enfants handicapés, sourds, autistes, quels qu'ils soient, quand ils sourient de la même manière que ceux qui ne le sont pas malades, par exemple. De même, on a ici une photo d'une Française, d'un Balinais et d'un Papou qui ont été pris à leur insu, dans une activité quelconque dans la rue. Et ces mêmes trois personnes, on les a mis en situation, sans qu'ils le sachent, dans une situation identique, c'est-à-dire qu'on a trouvé un proche qu'ils n'avaient plus vu depuis longtemps, et quand ils sont à un moment donné dans une activité, ils se promènent dans la rue, quelqu'un leur tape sur l'épaule. Et ils se retournent, et ils avisent, ils voient quelqu'un qu'ils n'ont plus vu depuis longtemps et qu'ils aiment bien. « Ah, salut, comment vas-tu ?» Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'où que vous veniez, vous manifestez exactement le même comportement. Ça traverse les frontières. Ça, c'est génétique, hein, c'est pas appris. Extériorisation des dents, ouverture des lèvres, retroussement des sourcils. C'est la même chose partout. Où que vous alliez sur la planète, c'est la même chose. Communication visuelle. Eh bien, si notre monde est le monde des images et des sons, le monde des insectes, et en particulier des fourmis, c'est le monde de la chimie et des odeurs. Une seule fourmi est bourrée de glandes. Une seule fourmi est une usine chimique, avec des tas de glandes qui servent à faire des tas de messages chimiques émis vers l'extérieur, qu'on appelle des phéromones. Ce n'est pas des hormones, parce que les hormones sont les substances chimiques qui circulent à l'intérieur du corps. Ce sont des phéromones qui sont émises à l'extérieur du corps et qui sentent et que les autres peuvent percevoir. On connaît aujourd'hui 39 glandes différentes qui servent à émettre des signaux chimiques. Alors les exemples sont multiples. Et un des exemples que vous connaissez le mieux, c'est celui de la récolte des aliments. Chez beaucoup d'espèces de fourmis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en vacances. Vous vous levez le premier le matin, vous avez c'est après les examens, tout est fini, vous êtes serein, mi-juillet, fin juillet, il fait beau, il y a du soleil, vous êtes dans votre villa, le jardin descend tout doucement vers la mer et votre bateau est là, occupé à clapoter gentiment au pied. Vous êtes le premier à vous lever, vous avez fait la douba la veille, vous vous asseyez sur la terrasse, un peu à l'abri, et puis vous vous dites quand même que tous les copains dorment et qu'ils vont peut-être préparer le petit-déj pour être sympa, pour être altruiste, non, pour être sympathique. Donc, vous, parce qu'on ne peut pas dire altruiste chez nous, pas dans mon sens. Donc, vous ouvrez les enveloppes et vous commencez à mettre la table pour le petit déjeuner. Je suis un type sympa, je suis une nana sympa, je le fais. Et là, vous mettez un pot de confiture, etc. Puis vous rentrez faire du thé ou du café et vous revenez avec une cuillère et une assiette. Et là, vous vous dites, oh, il y a des fourmis là. Et vous les chassez. Puis vous retournez, vous allez à la toilette, vous revenez avec une deuxième tasse, parce que vous dormez encore à moitié. Tac, et là, vous arrivez. Et puis, si vous avez le malheur d'aller prendre votre douche et que vous revenez 20 minutes plus tard, ce n'est pas 3 fourmis qu'il y a dans votre pot de confiture, c'est un tas de fourmis qu'il y a dans votre pot de confiture. Que s'est-il passé? Eh bien, elles ont simplement communiqué chimiquement. Une exploratrice a trouvé un peu de confiture sur la table du petit déjeuner. Bon, ici, ce n'est pas vraiment votre table de petit déjeuner, c'est une plante qui émet des sucres, mais ce n'est pas grave. Elle va ramener la goutte. Et elle va ramener la nourriture. Et ce qui est génial, c'est que les fourmis, elles ont 2 estomacs. Elles ont un estomac pour elles, pour manger, et elles ont un estomac social, qui est une poche hermétique. Et donc, elles peuvent mettre ça dans leur estomac social, rentrer à la maison et régurgiter cette nourriture. Il n'y a pas de digestion, elle sort comme elle est rentrée. C'est une poche hermétique. Alors, elle se stocke cette nourriture et en rentrant au nid, elle va déposer avec son derrière, éventuellement avec un aiguillon si elle en a un, des petites traces comme le petit poucet, les poser ces petits cailloux sur le sol.
Et une fois qu'elle va rentrer au nid, qu'est-ce qui va se passer? Elle va, dans le nid, prévenir ses congénères qu'il y a de la nourriture et elle va échanger bouche à bouche cette nourriture. Je vous répète, ce n'est pas digéré, donc pas de souci, ça sort comme c'est rentré. Tac, 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 tac. Et donc, animation dans la société. Que se passe-t-il? Les fourmis sont alertées, elles vont sortir et elles vont, avec leurs antennes, parce qu'elles sentent par les antennes, elles n'ont pas de nez, sentir les traces chimiques déposées par la première. Elles vont remonter ces traces chimiques jusqu'à votre pot de confiture qui se trouve là. Excusez-moi, je partais dans la mauvaise direction. Il se trouve là. Elles vont manger, elles vont stocker de la nourriture dans leur estomac social. Elles vont rentrer au nid en déposant, comme le petit pousset. Elles vont alerter des copines qui vont sortir, qui vont remonter la piste, qui vont se nourrir, qui vont rentrer. Plus il y a des fourmis qui mangent, plus il y a des fourmis qui sortent. Plus il y a des fourmis qui sortent, plus il y a des fourmis qui mangent. Plus il y a des fourmis qui mangent, plus la piste est renforcée et il y a des fourmis qui sortent. Plus il y a des fourmis qui sortent, plus il y a des fourmis qui mangent. Vous avez une courbe sigmoïde, et bien au départ exponentielle. Si vous calculez la population à la source de nourriture, vous avez une exponentielle. Mais à un moment donné, ça plafonne, évidemment, parce que la population n'est pas illimitée, ou le pot de confiture est fini. Communication chimique, cette communication chimique, voilà une piste. Comme vous pouvez les voir, quand vous avez des colonnes de fourmis, que ce soit pendant vos vacances, ou que ce soit, peu importe d'ailleurs, hein, dans les bandes dessinées, là, quand on prend Lucky Luke et qu'on l'enterre jusqu'au cou, et puis qu'on lui met du miel, et puis qu'on attend que les fourmis passent en colonne, c'est la même chose, c'est la communication chimique. Dépôt sur le sol. Cette communication chimique, elle intervient à peu près dans tout, en fait. Elle intervient dans la récolte de nourriture, elle intervient dans les activités de déménagement, elle intervient dans les phénomènes de reconnaissance entre les individus. Elles peuvent déterminer leur degré de parenté, leur valeur R, d'Hamilton, à l'odeur. La communication chimique est vraiment cruciale. Voilà. J'avance parce que je vais me faire avoir avec le temps. Dernier élément peut-être que je voudrais aborder, c'est comment ça se reproduit. On m'a demandé de parler des fourmis, de l'organisation sociale. Comment ça se reproduit ces bestioles-là? C'est assez extraordinaire en fait. Ça, c'est un nid qu'on peut trouver dans le Jura, mais on peut trouver ça sûrement autour de Paris aussi. C'est un nid d'épines et les bestioles sont dedans. Vous avez déjà vu un nid de fourmis? Je ne me ferai pas cet affront. Si vous ouvrez ce nid, vous allez trouver des poches, tout un réseau de galeries. Et dans ces galeries, si vous soulevez une dalle de trottoir, vous allez voir la même chose. Vous allez trouver différents stades de développement des individus, des œufs, des petites larves, des larves moyennes, des grandes larves, et puis des nymphes. Ça, ce sont les différents stades de développement. Insecte holométabole, insecte hémimétabole, ça vous dit rien? Non, c'est pas grave. L'animal arrive à ce stade-là. Souvent, ce que vous voyez, c'est plutôt des gros, c'est ce que les gens disent, oh, ce sont des gros œufs. Non, ce sont des cocons. Les œufs, vous ne savez pas les voir à l'œil. Hein, donc, des gros œufs comme ça, j'aimerais bien pouvoir en pondre. Hein. Non, non, ce sont des cocons. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que ma larve ici. Tiens, regarde. Ma nymphe ici, elle est nue. Mais ici, la grosse larve s'est transformée en ceci. Mais cette grosse larve peut aussi tisser un cocon et s'emballer d'un cocon pour donner une nymphe emballée d'un grand pyjama, d'un grand cocon en soie. Et voilà. Donc, si j'ouvre ceci, je trouve ma nymphe nue. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui font des cocons, d'autres qui n'en font pas. Ça, c'est comme ça que ça se passe toute l'année. Et donc, toute l'année, on produit des ouvrières. Et puis, une fois par an, au printemps, en été, on fait des sexuées. Des mâles et des femelles. Et voilà, sur cette image, des mâles en noir et des femelles en brun. Ailés, ils ont des ailes. Et que font ces ailés? À un moment donné, quand il fait beau, quand il fait chaud, quand il fait humide, au bon moment, tac, ils partent en vol. Et ils vont faire un vol nuptial, un vol d'accouplement. Alors certains s'accouplent en vol, hop, ça va vite. D'autres retombent sur les fleurs et s'accouplent sur les fleurs, ou par terre. D'autres ont parfois des difficultés. Ça, c'est le mâle et ça, c'est la femelle. Il y a parfois des problèmes de taille, au propre comme au figuré. Ici, il a encore de la chance, il est seul. Là, ils sont une douzaine à essayer d'attraper une femelle. Tout ça, c'est une boule de mâles. Il doit y avoir une femelle dans le tas qui se fait attraper par une dizaine de mâles. Donc, ce n'est pas toujours évident, ni pour les mâles, ni pour les femelles, mais néanmoins, ça a l'air de marcher. Et ce qui est merveilleux dans ces systèmes... Ah oui, alors, la femelle perd ses ailes. Une fois qu'elle est accouplée, elle perd ses ailes. Et alors, vous la voyez courir sans ailes. Et elle va creuser un trou. Et
rentrer dans ce trou et créer sa propre société toute seule, dans la plupart des cas, pas toujours, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Elle va pondre ses petits œufs, elle va s'en occuper toute seule. Et les mâles? Ah ben les mâles, fonction d'amour. Les mâles, ils naissent, ils sont nourris, ils sont léchés, le bonjour, ils volent, ils s'accouplent et ils meurent. Terminé. On ne travaille pas, nous. On est là que pour la reproduction. C'est pas nul, il faut réfléchir à ce genre d'hypothèse, hein. Ça peut servir. Alors les fourmis ont un impact évidemment sur l'homme. Elles ont parfois un impact dramatique, mais c'est quand même pas si fréquent. Quelques espèces de fourmis sont nuisibles pour l'homme, pas beaucoup, mais certaines. Elles peuvent avoir un impact médical et économique. La fourmi de feu que je vous avais présentée tout à l'heure, elle peut avoir un impact médical, par exemple. Je donne un exemple. Cette bestiole s'appelle la fourmi de feu, donc je vous l'ai dit, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Elle a des petites ouvrières adorables, elles sont mignonnes comme tout, mais elles ont un petit aiguillon. Ah, oui, bon, ça c'est là où elles vivent. Elles ont un petit aiguillon, parce qu'on peut les disséquer, hein, on dissèque ça facilement. Hein, ça, hop, on prend les glandes, on ouvre le cerveau, etc. Voici, on compte même les spermatozoïdes. On peut vous ouvrir les femelles, on peut compter les spermatozoïdes, etc. Voici ici, c'est un aiguillon, et cet aiguillon est connecté à une très très grosse glande à poison. Cette glande à poison contient les alcaloïdes. Et autant je vous avais dit, faites attention de ne pas vous faire mordre par les soldats des fourmis légionnaires, autant je peux me permettre de vous dire ne vous faites pas piquer par les fourmis de feu. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très très mal. Et ça déclenche des réactions allergiques très puissantes. Et si vous êtes piqué plusieurs fois, vous pouvez mourir d'un choc anaphylactique, votre cœur s'arrête. Et c'est très fréquent aux États-Unis, enfin trop fréquent aux États-Unis que cela arrive. Et donc il y a des programmes de plusieurs millions de dollars chaque année qui sont consacrés uniquement à la lutte contre cette fourmi de feu. Alors, cette fourmi de feu pique, d'autres fourmis mordent. Le zeucophile, elle est verte, elle a un cul vert, marrant. Cette fourmi, elle mord. Et c'est la terreur des paysans dans l'exploitation de cacao et de café. Parce qu'elle niche dans les nids. Et donc, quand ils sont occupés à faire des récoltes, elles se laissent tomber et elles les mordent. Et ça fait vachement mal. Mais ce n'est pas tellement pour ça que ces fourmis sont amusantes. Ces fourmis sont amusantes parce qu'elles ont inventé l'outil. Elles ont inventé l'outil bien avant que les humains soient humains. Ces fourmis construisent des nids dans les feuilles des arbres. Et pour ce faire, elles doivent réunir les feuilles l'une contre l'autre. Et donc elles créent des chaînes vivantes d'individus qui s'entrechevêtrent les uns dans les autres et qui vont constituer des chaînes dont on va retirer les maillons les uns après les autres pour rapprocher les feuilles. Voilà à quoi une chaîne de fourmis ressemble. Chacune attrape l'autre par l'abdomen. Et à l'arrivée, ces bestioles, une fois qu'elles ont rapproché les feuilles, elles prennent une larve et plutôt que de laisser cette larve tisser son cocon avec ses glandes salivaires pour s'emballer et pour se muer, elle la prend la tête à l'envers et elle couse les feuilles ensemble avec la soie que sécrètent les larves pour fixer les deux feuilles ensemble. Elles ont donc inventé cet outil de couture pour fixer les feuilles les unes aux autres. Et voilà à quoi ressemble un arbre avec une seule colonie, mais plusieurs nids de cette fourmi eucophile. Les fourmis ont inventé l'outil, elles n'ont pas inventé que l'outil, elles ont inventé l'élevage. Ce sont les premiers éleveurs connus dans le monde animal, humain inclus. Entre autres, elles élèvent des pucerons. Les fourmis raffolent les pucerons. Vous savez pourquoi? Parce que les pucerons, ce sont comme des pailles, des chalumeaux, vous appelez ça en France. Les fourmis, les pucerons, ils sucent la sève. Et donc, ils ne font que de se nourrir de sève. Et en se nourrissant de sève, ils finissent par faire des cacas qui goûtent le sucre. Et les fourmis raffolent cela. Et donc, les fourmis, avec leurs antennes, vont titiller l'abdomen de mes pucerons, leur chatouiller les hanches. Vos pucerons vont émettre une petite goutte d'excréments, mais qui goûte tellement bon le sucre que votre fourmi ramène ce sucre pour se nourrir. C'est sa manière, à elle, à la fourmi, de récupérer la sève des plantes via la paille, le chalumeau que constitue le puceron. En hiver, certaines espèces ramassent les pucerons et vont les mettre en bas dans le nid, près des racines des plantes. Et en été, on les ressort et on les remet sur les plantes.
exactement comme font les éleveurs. Les fourmis n'ont pas inventé que l'élevage. Oui, bon, là, ce sont des cochenilles. Elles ont inventé l'agriculture, et ça a été montré de long en large. Les fourmis sont les premiers animaux, humains inclus, à avoir inventé l'agriculture. Les fourmis d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, les atines et les acromyrmex, les leaf cutting ants, on les appelle, les fourmis coupeuses de feuilles, constituent des nids gigantesques. Voilà une reine et voilà une ouvrière. Voilà une bonne illustration du polymorphisme. Eh bien, ces fourmis ne se nourrissent que d'une seule chose, un champignon. Elles se nourrissent d'un champignon qu'elles cultivent elles-mêmes. Le nid est gigantesque. Voilà un dessin qui représente la taille d'un humain dans un nid d'atta. Et dans ce nid, il y a, donc ce sont des nids colossaux, hein, ça doit presque faire la taille de la pièce ici. Dans ce nid, il y a un champignon qui pousse sur une meule. Cette meule, ce jardin, est constitué à partir de végétaux broyés. Les majors de cette espèce ont des extraordinaires mandibules qui leur permettent, une fois qu'ils sont dans les arbres, de scier des morceaux de feuilles. Ces feuilles tombent au sol ou, certaines coupent les tiges aussi. Elles ramènent tous les types de végétaux. Ça tombe au sol et c'est transporté par des moyennes fourmis qui vont ramener les feuilles au nid. Au nid, ces feuilles vont être broyées, malaxées, jusqu'à en faire une pappe qui va constituer un substrat qui va être déposé dans le jardin souterrain. Elles vont rajouter à ce jardin des engrais naturels, engrais qui proviennent d'une glande rectale, donc elles font caca sur ce jardin, et avec ce caca sort évidemment des sécrétions glandulaires qui contiennent plus de 21 acides aminés et qui permettent aux champignons de se développer. C'est un champignon comme le champignon de Paris, parce que quand vous allez le cueillir, ce n'est pas la même tête, hein, mais c'est la même famille, c'est les basidiomycètes. Et donc, les filaments mycéliens peuvent se développer dans ce jardin souterrain. Donc, ce jardin est constitué de plantes broyées. Le champignon se déplace. Elles sont capables de repiquer le champignon. Hop, je le prends là pour aller le mettre là. Je prends des petits morceaux, tac, 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 et elles font une culture souterraine dont elles se nourrissent exclusivement de ce champignon. Voilà encore une illustration. Voilà des fourmis qui courent sur une champignon, sur une meule à champignons. Ce que vous voyez là, c'est la meule avec les champignons. Les fourmis ont inventé des tas de trucs. Je pourrais passer des heures à vous en parler. Certaines ont inventé le cryptisme, elles sont bourrées de poils, on ne les voit pas. D'autres, au contraire, sont aposématiques. On les voit très fort. Elles ont des abdomens dorés. Certaines fourmis ne se battent jamais. Quand elles rencontrent un adversaire, plutôt que de se taper sur la tête, elles se font des danses. Et c'est la première qui est impressionnée, qui s'en va. Pas de combat. Ça ne sert à rien, les combats. Ça fait du mal et il y a moyen de se battre de manière rituelle. Les fourmis sont capables de s'orienter. Certaines espèces vivent dans le désert et peuvent s'orienter sur la position du soleil. Beaucoup mieux que vous ou moi. Certaines fourmis s'orientent sur la position de la lune. D'autres sur la carte du ciel des étoiles. Moi, je suis incapable quand je regarde. Ah ouais, la grande ours, la petite ours, 2-3 galaxies, et puis pour le reste. Et encore. Et encore, je cherche généralement 20 minutes avant de trouver la bonne étoile. Les fourmis savent faire ça parfaitement. Les fourmis savent s'orienter sur la direction du vent. Elles savent quand ça monte, quand ça descend. Elles ont un sens magnétique. Enfin, elles savent faire des milliards de choses que vous êtes incapables de faire. Vous savez faire des choses qu'elles ne savent pas faire aussi. Enfin bon, la question est fondamentale, c'est celle-ci, dans le fond. Mais si la vie sociale présente tellement d'avantages, pourquoi est-ce que tous les insectes ne sont pas sociaux? Parce qu'il y a des coûts et des bénéfices. Parmi les bénéfices de la socialité, on peut en citer quelques-uns. Réduction de la pression de prédation grâce au fait que les individus peuvent ensemble détecter et se défendre collectivement. Augmenter l'efficacité dans la récolte de nourriture, on l'a évoqué tout à l'heure, oui, parce que ça permet la chasse coopérative ou le recrutement de congénères vers le pot de confiture que vous avez oublié ce matin en cadre de vos vacances. Meilleure défense des ressources, c'est la défense collective. Soins collectifs aux jeunes, avantage évidemment, parce que ça permet de partager les ressources et ça permet de protéger collectivement. Il y a un certain nombre d'avantages, mais aussi un certain nombre de coûts à la vie sociale. Vivre en groupe augmente la compétition et crée donc des systèmes hiérarchiques et des agressions. C'est pas bon, c'est pas gai ça. L'augmentation des risques d'infection en groupe, promiscuité, transmission des pathogènes, donc risque de contagion. Les risques de parasitisme social aussi. Quand on vit en groupe, il y a toujours quelqu'un qui peut profiter du système, ne rien faire pendant que les autres travaillent. On connaît. Exploitation des soins parentaux par d'autres. Et un des coûts majeurs de la socialité, c'est la vitesse de reproduction. Dans une société de fourmis, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, quand la reine elle a creusé son trou et qu'elle commence à pondre ses œufs,
elle va d'abord faire des ouvrières. Et il lui faudra parfois 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ans avant de produire ces premiers sexués qui vont pouvoir disperser avec les gènes et disséminer les gènes. Plusieurs années. Si vous êtes mouche, si vous êtes papillon, vous éclosez. Et dans 3 semaines, vous êtes papa ou maman. La reproduction va beaucoup plus vite. Eh bien, nombreux sont les biologistes à penser que le coût en termes de vitesse de reproduction est un des facteurs majeurs qui a ralenti la probabilité que les animaux puissent vivre en groupe malgré tous les avantages que cela procure. Voilà. Et pour terminer, voilà, je m'arrêterai là. C'est moins conceptuel, évidemment. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au premier exposé. Vous nous avez parlé de l'altruisme en tant que... Enfin, l'altruisme, d'après ce que j'ai compris, finalement, c'est un peu c'est de l'égoïsme pur, finalement, oui. Puisqu'on veut... Voilà, on veut que ces gènes se répandent. Et donc ça, c'est l'objectif premier d'un individu. Mais je comprends pas parce qu'on nous a toujours dit que les animaux, la première chose qui les constituait, c'était quand même l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, pour eux-mêmes, pas pour leurs descendants, il n'y a pas du tout un instinct de survie personnel. Ils ne considèrent pas que leur vie, leur existence vaut plus que celle de leurs possibles descendants. Oui. C'est ce que j'appelle l'instinct de survie, ça n'existe pas. Bon. Si, ce qui ralentirait totalement le... Votre succès reproductif. Je me montre moi, mais bon, votre succès reproductif, il dépend de 2 facteurs. La sélection, succès reproductif direct, et la succès reproductif indirect, via les autres et via l'aide que vous procurez aux autres. Si vous êtes mort, vous ne savez plus pondre ni aider les autres à pondre. Donc, bien entendu que vous devez rester vivant. C'est le premier élément pour votre propre succès en termes de reproduction directe, mais également pour votre succès reproductif indirect. Sinon, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc l'instinct de survie est fondamental, oui, mais ce qui est important, c'est qu'on survit pour se reproduire et pour transmettre des gènes. En fait, quand on vous dit que l'instinct de survie est un élément fondamental, je vous dis oui, mais en termes évolutifs, la survie, ça ne vaut pas grand-chose, sauf si c'est raccordé à la reproduction. Exemple, il y a des tas d'animaux, les fourmis, mes mâles, une fois qu'ils ont fécondé la femelle, ils peuvent mourir, parce qu'ils n'ont plus aucun rôle, le travail est fait. À quoi ça sert de vivre si on n'a pas d'autres opportunités de se reproduire? Aucune. Donc, chez des tas d'animaux, l'instinct de survie existe jusqu'au moment de la reproduction. Une fois que c'est reproduit, c'est terminé. Parce que si on n'a plus aucune chance de se reproduire, sauf si j'ai plusieurs chances de me reproduire 10 ou 15 ou 20 fois d'affilée, alors je vais rester vivant longtemps. Mais si je ne peux me reproduire qu'une fois, si je suis dans une... Imaginons, il y a des espèces comme ça, où les sexes sont tellement biaisés que les mâles, ils ont une chance sur X milliers de pouvoir s'accoupler 2 fois dans leur vie. Dans la plupart des cas, ces mâles-là, donc autant dire 0, eh bien, ils ne s'accouplent qu'une fois et puis ils meurent. Mais s'il y a une probabilité que vous puissiez vous accoupler une 2e fois, vous allez rester vivant le temps de. Donc vous voyez toujours l'instinct de survie via le prisme de la reproduction. Si vous gardez ça à l'esprit, votre problème est résolu. On est d'accord ? Bonjour. Bonjour. Donc, on a vu que la reine des fourmis est à l'origine de la société de fourmis. Juste une question. Une fois que la reine meurt, parce qu'elle meurt bien un jour, la société c'est la fin de la société ou pas? Ah, ça dépend. Alors, je ne peux pas rentrer dans toute la diversité des structures sociales, parce que je vous dis, il y a autant de comportements que d'espèces différentes. Mais en effet, chez beaucoup d'espèces, dans le modèle que je vous ai exposé ici, qui est le modèle le plus courant, quand la reine meurt, la société meurt. C'est-à-dire que les ouvrières qui survivent vont continuer à élever les derniers œufs qui restent, qui étaient pondus, voilà. Et puis quand tout le monde est parti, ça périclite. Et puis il n'y a plus de force ouvrière qui est renouvelée. 2 choses. La première, la fourmi des trottoirs que vous voyez courir ici entre les trottoirs, peut-être il y en a moins à Paris, parce que mais aux alentours. La petite fourmi noire, qui est la plus commune. La reine vit en moyenne 28 ans.
D'accord? Mais ce qui est génial, hein, ça j'ouvre une parenthèse parce que ça fait partie des recherches que nous réalisons, on se demande comment est-ce que le sperme peut rester vivant pendant 28 ans dans la spermathèque. Parce que la femelle, elle ne s'accouple qu'une seule fois. Et à un moment donné dans sa vie, pendant 10 minutes, elle a des accouplements avec 1, 2, 3 mâles, peu importe. Et puis pendant 28 ans, c'est terminé parce qu'une fois qu'elle a perdu les ailes, plus jamais d'accouplement. Mais elle garde le sperme pendant 28 ans dans sa poche, dans une petite poche qu'on appelle une spermathèque. Et ce sperme reste vivant pendant 28 ans. Pas chez le mâle qui l'a produit, chez la femelle qui l'a reçu. Hein. Pas mal, hein? Bon, fermons la parenthèse. Il y a des espèces chez lesquelles, quand la reine meurt, la colonie peut accueillir une nouvelle reine. Le problème, c'est que cette nouvelle reine n'est pas apparentée. Donc, elle va créer une force ouvrière qui va aider les ouvrières initiales à élever le couvain qui reste de l'ancienne maman. Vous me suivez? Mais à un moment donné, quand tout ce couvain a évolué et est parti, la nouvelle reine, il n'y a plus que du nouveau couvain, de la nouvelle maman. Et les vieilles ouvrières, alors, doivent élever des trucs qui ne leur sont pas apparentés. Mais généralement, le délai de temps est tel qu'elles seront mortes avant qu'elles doivent élever le couvain qui ne leur est pas apparenté. Enfin, troisième situation, vous avez des tas d'espèces chez lesquelles il n'y a pas une reine, mais plein de reines dans la société. Et ces plein de reines, ce sont toutes des reines sœurs. Et donc, quand on fait une sexuée femelle avec des ailes, une partie de ces sexuées femelles partent en vol nuptial et vont s'accoupler là-bas et créer une nouvelle colonie. Mais d'autres reviennent à la maison. Et donc, ça permet de pérenniser. La mère est remplacée par ses filles, qui sont remplacées par leurs filles, qui sont remplacées par leurs filles, etc., etc. Et de vous pérenniser la durée de vie de la colonie à ce moment-là. Donc, vous avez différentes stratégies qui existent. Mais c'est vrai que quand vous avez qu'une seule reine, comme la fourmi des trottoirs, la petite fourmi noire qu'on voit courir partout, ça, quand la reine est morte, la colonie meurt dans les semaines qui suivent. Merci. Excusez-moi, je regarde ma montre parce que j'ai un train à 6 heures. Donc... Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de division du travail, mais est-ce que tout type de travail a la même valeur? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, okay. Mais je ne suis pas sûr d'entendre le fond de la question. Pardon. Est-ce que tout type de travail a la même valeur? La même valeur, est-ce qu'on distingue une hiérarchie sociale? On peut discerner une hiérarchie sociale au sein des sociétés des fourmis? Alors, il existe des systèmes hiérarchiques chez les fourmis, mais pas dans le travail, enfin, pas à proprement parler dans le travail. Je pense que chaque individu travaille à la mesure de ses moyens, produit pour la société ce qu'il doit produire, que ce soit des petites choses, comme nettoyer de temps en temps les larves, ou que ce soit des choses beaucoup plus risquées, comme aller chercher de la nourriture devant les prédateurs. Donc là, on peut dire que le coût n'est pas le même. Parce que quand vous risquez de sortir et que vous faire manger, c'est évidemment un autre coût. Cela dit, celles qui sortent sont plus âgées et elles ont déjà participé. C'est une forme de travail, je dirais, en séquence. Quand vous êtes jeune, vous êtes dedans. Quand vous êtes vieux, vous êtes dehors. Hein. Tout le monde passe à peu près par toutes les étapes, sauf quand vous avez des soldats qui ont leur propre activité, je suis d'accord. Donc, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de comparaison, puisqu'on dit que tel travail a plus de valeur que l'autre. Par contre, il existe des systèmes hiérarchisés, mais ils ne sont pas dans le travail parmi les ouvrières. Il existe une hiérarchie parmi les reproductrices. En fait, il y a des espèces de fourmis chez lesquelles il n'y a pas véritablement de reine. En fait, toutes les fourmis qui sont présentes sont potentiellement des reines. Ce sont des sociétés de fourmis où toutes les ouvrières, appelons-les comme ça, mais c'est un nom qui ne leur convient pas, sont potentiellement fertiles. Elles ont des ovaires et elles ont une poche pour s'accoupler et pour stocker le sperme. Mais il n'y en a qu'une qui se reproduit. Et elle maintient sa dominance en chahutant les autres. Ping, ping, coup d'antenne sur la tête, émission de phéromones pour dominer et pour inhiber la reproduction chez les autres. Et là, vous avez une dominance. Et on peut distinguer des alphas, des bêtas, des deltas, des gammas, etc., etc. Vous avez une ligne hiérarchique. Et quand vous retirez la première, pouf, c'est la bêta qui prend la place. Alors, elle n'est pas fertilisée encore. Elle sort du nid. C'est plutôt dans les pays tropicaux où elle est sexuée toute l'année. Elle se fait accoupler. Elle appelle des mâles. Et des mâles qui passent par là, hop, elle se fait accoupler. Elle rentre dans le nid. C'est moi la pondeuse. Maintenant, tout le monde, vous attendez votre tour. Et donc, chacune à son tour passe à la reproduction. Là, vous avez une forme d'hiérarchie. Et celle qui domine, et elle les domine physiquement aussi. Hein. Elle peut donc leur mettre le nez sur des substances chimiques inhibitrices. Elles peuvent physiquement les secouer, etc. Mais c'est quelques espèces qui font ça, ce n'est pas la majorité. D'accord? Mais là, vous avez une dominance, une relation hiérarchique avec accès privilégié à la reproduction ou pas. Quoi. Merci. Mais ça ressemble très très fort à ce qui se passe chez les vertébrés. Oui. Il y a une question ici aussi, tout devant. Mais...
Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez montré dans votre exposé que certaines fourmis avaient des outils, des instruments pour attaquer d'autres espèces, d'autres animaux. Et je voulais savoir si ces fourmis pouvaient se retourner contre la société, et même se retourner contre la reine, si elles avaient conscience qu'elles étaient plus fortes, entre guillemets, que d'autres ouvrières ou ouvriers. Les révolutions au sein des sociétés de fourmis, et même de sociétés d'abeilles ou de guêpes, alors j'ai envie de dire n'existent pas, mais elles existent quand même. Je m'explique. Quand il se passe un phénomène comme celui-là, quand il y a donc des individus de la société qui tuent des reproducteurs de leur propre société, ça arrive chez certaines espèces, mais ce n'est pas compris comme une forme de révolution, ce n'est pas interprété comme une forme de manifestation qu'on n'est pas d'accord. C'est interprété toujours de valeur adaptative. Ça, c'est un des grands défauts des biologistes de l'évolution, c'est que nous considérons que la majorité des comportements que nous observons sont extrêmement adaptés et qu'ils ont une valeur en termes de succès en matière de reproduction. Et par exemple, cette fameuse fourmi qui vit dans le sud de la France et qui, pas celle avec ses grosses mandibules qui coupaient, mais celle qui vit à concurrence de 200 millions d'individus à l'hectare, donc c'est une peste, la fourmi d'Argentine, eh bien, il se fait que c'est une fourmi sur laquelle des collègues français ont travaillé de nombreuses années, des gens de Toulouse, et j'en ai fait partie de ce groupe-là, puisque j'étais prof à Toulouse pendant quelques années. Eh bien, on travaillait là-dessus, et chaque année, 95% des reines sont exécutées par la société. 95% sont exécutées, et on ne sait pas pourquoi. Toujours pas. On n'a toujours aucune idée. Parce que ces reines qui sont exécutées sont des reines qui ont 1 an, mais quand on les maintient en vie au laboratoire, elles pondent autant que les autres, elles sont parfaites, elles roulent parfaitement. C'est des vieilles bagnoles qui roulent parfaitement. Donc, on ne sait pas. Donc, il y a des cas comme ceux-là, mais ils doivent avoir une valeur adaptative. Ce n'est pas maladif, je dirais. D'accord. Et toujours de ce point de vue-là, est-ce que donc des sociétés où il n'y aurait qu'une reine seraient moins stables que des sociétés où il y aurait différentes reines liées génétiquement? Définissez-moi ce que vous appelez stable. Justement, des sociétés où la reine serait moins... serait moins propice à se faire tuer par d'autres fourmis. Alors, imaginez la structure classique d'une fourmilière. Vous avez une reine, je prends vraiment le truc classique comme on voit dans les livres. Vous avez une reine, vous avez des ouvrières. Vos ouvrières sont stériles. Elles sont stériles doublement. D'une part, les ouvrières n'ont pas de spermatèque, donc elles ne peuvent pas s'accoupler avec des mâles, elles n'ont pas les organes génitaux, et d'autre part, elles n'ont pas d'ovaires. Donc elles ne savent pas se reproduire. Elles sont stériles, totalement stériles. Tuer leur mère signifie tuer toute leur colonie, et donc se sacrifier elles-mêmes aussi. Ce genre de comportement, à part une situation écologique très particulière, à titre personnel, ça fait quand même, oui, j'ose le dire, 27 ans que je travaille sur la vie des fourmis, je n'ai jamais vu et ni entendu. Mais peut-être que ça existe, mais je ne connais pas d'histoire comme ça. Et je ne pense pas que le fait qu'il y ait une reine ou plusieurs reines change quelque chose au système. Merci. Mais pourquoi pas, hein? Mais je ne l'ai pas vu encore se produire. Il y a une question ici. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous parliez des sociétés donc égoïstes, enfin des animaux égoïstes et altruistes. Oui. Et je voulais savoir justement si c'est possible que certaines fourmis préfèrent ne pas faire leur tâche qui leur est imposée. Vous l'avez dit génétiquement. Est-ce que ça existe donc des fourmis qui ne le font pas et s'il y a un système répressif en tout cas pour ce cas-là? Oui. En fait, il y a un système répressif qui est peut-être mieux, non pas, qui n'est pas illustré dans le cadre de « tu ne travailles pas, donc coup de pied au derrière », mais qui est illustré dans une autre situation. Il existe ce qu'on appelle des comportements de police, le policing en anglais, et qui se produisent principalement lorsque des ouvrières, chez certaines espèces, ont des ovaires et qu'elles commencent à pondre. Il y a quand même des espèces de fourmis, d'abeilles ou de guêpes chez lesquelles les ouvrières, censées être stériles, ne le sont pas tout à fait. Elles ont des ovaires. Et quand on retire la reine, il arrive que les ouvrières se mettent à pondre. Elles ne sont pas fécondées par des mâles, puisqu'elles n'ont pas de spermatèque. Et donc, à ce moment-là, elles développent leurs ovaires, parce qu'il n'y a plus de mère qui inhibe tout ça.
elles développent leurs ovaires et elles se mettent à pondre des œufs non fertilisés, parce qu'il n'y a pas de sperme, et donc ça donne des mâles. Donc elles peuvent produire des mâles. Et une ouvrière donnée est généralement plus proche, et même toujours plus proche, de ses fils, 50%, que de ses frères, 25%. Mais ça, il faut que je remonte à l'exposé précédent. Mais ça prendra 15 secondes. Ah ben non, ce n'est pas l'exposé précédent, c'était celui-là dans le fond. C'était tout au début. Voilà, prenons ça. Regardez le système ici. 75%, 75%, merveilleux, j'ai expliqué. Mais elle, ouvrière, quelle relation a-t-elle avec son frère? 25%. Parce que le frère ne porte pas le génome paternel. Donc déjà, la moitié du génome de la sœur n'est pas similaire à celui du frère. Ils n'ont déjà plus que la moitié. Et ils ont une chance sur deux d'avoir la même moitié. Parce que la méiose, dans la production des gamètes, fait que le hasard fait que c'est une chance sur deux. Donc en fait, une ouvrière, une femelle, est apparentée à 25% avec ses frères. C'est peu. Mais elle est apparentée à 50% si elle pondait avec ses propres fils. Donc elle a intérêt à produire ses fils, à élever des fils plutôt que des frères. Ah. Alors si on s'en tient à la théorie de la sélection de la parentèle, il faudrait qu'elle ponde. Mais si tout le monde commence à pondre, il n'y a plus personne qui travaille. Et la productivité de la société diminue. Donc, il arrive de temps en temps que certaines ouvrières soient égoïstes et qu'elles commencent à foutre leurs œufs, discretos, dans le paquet d'œufs. Eh bien, dès qu'elles commencent à pondre, leurs ovaires se développent, elles pondent. Dès l'instant où elles commencent à pondre, leur profil chimique change. Et les ouvrières dans la colonie qui ne pondent pas se disent « Toi, ma fille, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » Et là, elle se fait maltraiter et ses ovaires, terminés, pondent. Soit cette agression directe sur la femelle qui a pondu, soit c'est cet œuf-là, c'est un neveu, c'est pas un frère. Elle le mange. Donc il y a une répression, ça existe. Les phénomènes il y a un contrôle pour la bonne harmonie de la société, absolument. Mais ça se joue principalement non pas sur le travail, mais sur la reproduction. D'accord, merci. Je ne vous vois pas du tout, excusez-moi, mais voilà. Ah oui. Ce qui est frappant dans tout ce que vous décrivez, c'est que toutes les activités semblent liées à des fonctions. Or, dans la plupart des sociétés animales qu'on connaît et qu'on observe, nous, qui ne sommes pas spécialistes, il y a des activités qui sont des activités gratuites, de jeux ou de loisirs ou de plaisir. Alors ma question, c'est ça. Est-ce que dans ces sociétés, telles que vous les observez, ça a un sens, des sociétés, des activités sans fonction utilitaire? Eh bien, deux choses, deux réponses. La première, c'est que je pense que c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre à cette question pour les insectes. On voit des bestioles qui font des choses. Est-ce qu'elles jouent ou est-ce que c'est utile? Vous savez, quand vous regardez une colonie de fourmis, il y a des millions de fourmis qui courent dans tous les sens. C'est difficile de savoir si Pierre, Paul, enfin, ce n'est pas des mâles, ce sont des femelles, mais toutes les ouvrières sont des femelles. Mais enfin, si Janine ou Josette fait quelque chose qui est utile ou pas. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Pour les sociétés d'insectes, je ne peux pas vous répondre. J'ai du mal à imaginer que ce soit totalement inutile, parce que la productivité, c'est fragile, une société d'insectes. Et donc, ça doit travailler et être productif. Par contre, je peux plus aisément répondre pour ce qui concerne les grosses bestioles, les grands mammifères. Le comportement de jeu chez les mammifères comme les lions, chez les hyènes en particulier, chez les lycaons, chez les chiens, n'est pas un comportement gratuit. C'est un comportement où ils s'apprennent à se battre. Et quand deux chiens, deux chiots se battent et qui jouent, ça a une fonction fondamentale. Ça a une fonction sociale fondamentale. Et la première fonction que ça a, c'est que ça permet de développer, par exemple, la morsure inhibée. Votre chien, je ne sais pas qui d'entre vous a un chien, un grand chien ou un petit chien, peu importe. Vous lui mettez la main dans la gueule, il ne va pas vous mordre. Or, il est capable de faire très 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 mal. Il ne va pas le faire. C'est ce qu'on appelle la morsure inhibée. Il va inhiber la puissance. Ils ont des bons muscles, hein, les chiens, pour ça. Comment est-ce qu'ils apprennent ça? En jouant. Le jeu permet, entre autres, de se mordiller, de se faire mal. Et lorsque l'autre a mal, parce que vous l'avez mordu, il fait un cri. Et
l'acteur relâche la pression pour que l'autre continue à jouer. Parce que s'il ne relâche pas la pression, l'autre crie et arrête de jouer. Et donc, ça leur permet d'apprendre des phénomènes comme la morsure inhibée, qui intervient aussi avec les jeunes. Quand une femelle doit ramener ses jeunes, ou quand un mâle doit ramener ses jeunes au nid, ou que sais-je, il les prend par la peau du cou. S'il mord un peu trop fort, bonsoir. Donc, ils doivent apprendre à contrôler la morsure. Le jeu permet ça. Le jeu permet chez les hyènes, c'est tout à fait connu, et chez d'autres mammifères, à apprendre à s'accoupler. Les mâles se montent les uns les autres, ils montent sur leurs sœurs, tout le monde monte, tout le monde. Ils jouent, oui, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de copulation, bien sûr. Et même s'il y en avait, il n'y a pas forcément de maturité sexuelle, et donc il n'y a pas d'éjaculation, donc il n'y a pas de risque de consanguinité, parce qu'il n'y a pas de fertilisation des œufs. Mais cela permet aux individus adultes, c'est une phase d'apprentissage, c'est un jeu, mais ça leur permet plus tard de savoir comment s'y prendre. Excusez-moi, je vous interromps, mais dans les activités humaines, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que le jeu chez l'enfant, il a aussi une fonction, il est très utile dans l'apprentissage. Mais aussi dans les sociétés, ça n'empêche pas quand même que l'idée d'une activité gratuite ou d'une activité de plaisir existe. C'est quelque chose de très important dans toutes les sociétés. C'est pour ça que je vous posais la question sur cette affaire de gratuité. Alors peut-être pas chez les fourmis, Janine, Josiane, mais par exemple, est-ce qu'une abeille peut sortir de la ruche pour rien? Est-ce qu'on peut observer un comportement comme celui-là? Je ne sais pas, pour prendre l'air. Eh bien, moi, je vais vous retourner la question parce que je ne suis pas d'accord avec votre question, en fait. C'est assez curieux comme réponse. Je ne suis pas d'accord avec votre question parce que vous vous basez sur les comportements humains, mais c'est un débat qui peut être ouvert, mais là, on en a pour toute la nuit. Hein. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une seule activité gratuite chez les humains. Hein. Je pense que la majorité des... Attention, hein, je réfléchis en tant que biologiste ici. Hein. Je ne suis pas Serge Aron, cool dans son intérieur. Hein. Je réfléchis en tant que biologiste de l'évolution. Je ne crois pas, mais même dans mon intérieur, je réfléchis comme ça aussi. C'est le problème des biologistes. C'est que même au lit, ils pensent succès reproductif. Ce n'est pas toujours pratique, mais parfois ça marche comme ça. Mais attendez. Laissez-moi aller au bout. Votre interprétation, vous, qui avez votre formation, c'est de dire qu'il y a des activités gratuites. Eh bien, mon interprétation, c'est que chez les humains, il n'y a pas d'activité gratuite. Et mon interprétation, c'est que la seule chose qui est gratuite chez l'humain, c'est la mort. Et encore, ce n'est pas le fait de la payer, c'est le fait de mourir, point. Rien d'autre n'est gratuit. Je pense que tout a un coût. Et je pense que rien n'est fait au hasard. Et je pense que les activités ludiques ont tout un sens. Bien sûr qu'elles ont, je suis un peu excessif, bien sûr qu'elles ont un sens aussi de détente gratuit. Mais elles ont un sens parce qu'elles apprennent. Toute forme de jeu a une fonction ultime. Voilà, je réfléchis exactement en ces termes-là pour les sociétés animales. Je ne pense pas qu'il y ait dans les sociétés animales de comportements qui soient gratuits dans le sens dans lequel vous l'interprétez, enfin, dans lequel vous le définissez. D'accord ? Je pense que tout est contrôlé et que tout a une fonction sur le succès reproductif. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique une telle différence dans la longueur de vie chez une reine, chez la fourmi, et celle chez les abeilles. Est-ce qu'il s'agit... Est-ce que c'est expliqué, je veux dire, est-ce qu'il s'agit de spermothèques, différence de façon de nourriture? Pourquoi est-ce que les fourmis peuvent vivre plus longtemps que les abeilles? Les reines? Oui. Oh, mais la plupart comme reine, oui. Oui, en tant que reine. Oui, le micro, moi, il est ici. Mais écoutez, l'exemple que j'ai pris, la fourmi qui vit 25-28 ans, c'est un cas. Hein. La plupart des reines de fourmis vivent beaucoup moins longtemps que ça. En moyenne, c'est 5-6 ans. Il y a des reines qui vivent 3 mois. Vous avez des espèces de fourmis où les reines ne vivent que 3 mois, et vous avez des espèces de fourmis où les reines vivent 28 ans. Chez les abeilles, c'est évidemment beaucoup plus concentré, mais il y a moins de différence entre les différentes espèces d'abeilles qu'entre les différentes espèces de fourmis. Mais globalement, il n'y a pas de motif particulier en tous les cas. Donc, je veux dire... Il n'y a pas une telle différence en réalité. Il y a un plus grand éventail. Dans la façon de se nourrir ou de nourrir chez l'abeille, oui. Par rapport de celle chez la fourmi, il n'y a pas une spécificité dans la façon de nourriture. Les reines doivent être nourries aussi bien chez les fourmis que chez les abeilles. Donc les reines attendent qu'on leur donne de la nourriture. Donc, Non,
Non, je veux dire par rapport à la qualité de la nourriture, parce que chez la reine, il y a, si je me trompe pas, il y a une spécifique nourriture pendant la période de développement jusqu'à quand elle devient reine. Oui, oui. Oh, oui. je ne sais pas, c'est ça que je voulais savoir. Je ne sais pas comment ça se passe chez les fourmis. Ah, ce que vous voulez dire, c'est que pour devenir une reine d'abeille, il faut être nourri de manière un peu... C'est un œuf femelle qui devient une larve et qui est nourri de manière un peu particulière pour devenir une reine plutôt qu'une ouvrière. Alors c'est vrai que chez beaucoup d'espèces, le fait de devenir une femelle stérile ou une femelle reproductrice dépend uniquement de la nourriture que vous avez reçue au moment du développement, c'est les conditions environnementales. Mais on connaît aujourd'hui de plus en plus d'espèces où c'est d'origine génétique, où on a pu démontrer qu'il y avait la présence de certains gènes qui influençaient de manière considérable et même pratiquement totale chez certaines espèces, le fait de devenir une reine ou une ouvrière. Mais ça, c'est tout récent, parce que ça vient avec les progrès de la biologie moléculaire, évidemment. D'accord? Donc, chez les abeilles, c'est la nourriture, c'est clair. Chez beaucoup d'espèces de fourmis, on trouve de plus en plus que ce sont certains gènes particuliers, certaines combinaisons génétiques particulières qui font qu'on devient une reine plutôt qu'une ouvrière. Ce n'est pas que la nourriture. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si le phénomène de vie en société chez les êtres vivants, il résulte forcément d'un choix qui serait issu d'une confrontation entre les bénéfices et les inconvénients que cette vie en société nous apporte. Est-ce qu'on a vu que les fourmis, comme les êtres vivants, avaient des prédispositions qui leur permettaient de vivre en société, que ce soit le rire ou les phéromones. Mais est-ce que justement, est-ce que tous les êtres vivants ne seraient pas faits pour vivre en société et que ce serait un choix qui nous est imposé par nos capacités physiques ? Il y a quand même beaucoup plus d'animaux solitaires que d'animaux sociaux, en termes d'espèces. La majorité des organismes animaux sont plutôt solitaires. Solitaires, entre guillemets, parce qu'au moment de la reproduction, la mère s'occupe de ses jeunes. Alors, pas chez certaines espèces, ils pondent et puis ils s'en vont. Et puis, vous avez une gradation où les mères s'occupent de leurs jeunes et les parents s'occupent de leurs jeunes. Et si vous prolongez cette phase-là, vous pouvez devenir social, parce que si les jeunes restent au nid parce qu'ils ont un certain temps de développement avant de pouvoir devenir matures et qu'il faut du temps pour les garder à la maison, vous commencez une prédisposition sociale. D'accord ? Maintenant, quand ils sont matures, ces jeunes, ils peuvent partir. Et on retombe chez les animaux solitaires. Quand ils sont matures, ils peuvent rester. Ils peuvent rester parce que les contraintes écologiques sont telles que, ici, je suis sûr de survivre et d'avoir un meilleur succès reproductif que si je m'en vais. Quitte même à ne pas me reproduire moi-même, mais à aider mes frères et mes sœurs à se reproduire ou mes parents à se reproduire. Et donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ce qui est, je ne peux pas répondre dans le détail à votre question, mais ce qui est très manifeste, c'est que les contraintes écologiques sont telles que si elles sont faibles, les animaux ont souvent intérêt à se disperser, alors que si elles sont fortes, ils ont plus intérêt à rester en groupe. Que ce soit des contraintes d'accès à des nids, que ce soit des contraintes d'accès à la source de nourriture, que ce soit des contraintes abiotiques, ça peut être des températures infernales où il faut construire des nids pour pouvoir se protéger des températures, froides ou chaudes. Ça peut être des contraintes... Enfin, et donc ça, la survie ne passe que par la coopération. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Non, si, c'est... Ça va ? Oui, donc ça résulte plus Mais des dès choix. l'instant où... Alors je continue si j'ai répondu. Dès l'instant où vous passez de les contraintes écologiques, vous passez à coût et bénéfice. Est-ce que le coût de rester est plus faible que le bénéfice de partir ? Ou le bénéfice de rester est plus grand que le coût de partir. Enfin, comme vous voyez, ou le bénéfice de rester est plus grand que le bénéfice de partir. Enfin voilà, comme ça, plus facile à comprendre. Tout est un calcul de coût-bénéfice. En fait, aujourd'hui, en biologie évolutive, et ça c'est depuis de nombreuses années, c'est ce qu'on appelle l'écologie comportementale, à proprement parler. On calcule tout en termes de coûts et de bénéfices génétiques. Et on pense que rien n'est gratuit. Ça va ? Il y a une question ici. Oui.
Bon, alors je ne vais pas insister sur la gratuité. Je sens que c'est Un sujet chaud, hein. un sujet. Non, mais mais quand j'étais même, un peu provocateur. Revenir sur rapidement. La question que je voudrais vous poser, c'est quelle place vous feriez, enfin vous faites. J'ai l'impression que la réponse serait pas très grande, mais à une autre réponse, enfin une autre ligne dans les devenirs du darwinisme. Parce que ce que vous nous avez expliqué, vous venez de le redire là très très précisément en réponse à la question, c'est que finalement ce modèle, si on le résume à très peu de choses, et évidemment ça aplatit tout l'intérêt de ce que vous avez dit sur les fourmis, mais ce modèle est un modèle, je dirais, hyper concurrentiel, dont en effet la logique est purement égoïste, qui fait que, par exemple, Dawkins, dont vous parliez, qui a lancé un peu la chose avec Wilson et d'autres, lui disait très simplement, le gène égoïste. Oui, on ne cherche pas. Donc finalement, dans cette logique hyper concurrentielle, où il s'agit pour un gène, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans les réponses, de se reproduire autant que c'est possible. Tous les dispositifs, y compris ceux qui peuvent en apparence être paradoxaux, dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire les dispositifs qui vont construire par exemple un corps. Dans mon souvenir, Dawkins disait ça, le corps finalement c'est une sorte d'enveloppe qui protège la possibilité pour les gènes. Bon. Et là, on a un autre dispositif que vous avez analysé, évidemment, qui est notre objet d'analyse cette année, enfin du moins sous un certain angle, c'est-à-dire la société. Une société serait un dispositif comme un corps, un corps vivant, voilà, qui invente toute une série de schémas compliqués, parfois en effet paradoxaux, mais que l'analyse génétique dont vous faites le héros là va nous montrer la logique profonde, qui revient à dire que de toute façon, en effet, alors rien n'est gratuit, j'entends bien la provocation, mais bon, voilà, on calcule et on arrive à montrer que les comportements en apparence les plus éloignés de cette tendance égoïste sont en fait dans un calcul indirectement, enfin disons implicitement égoïste. Bon. Il me semble me souvenir que dans la... Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'était pour résumer un peu le schéma. Dans ce que Darwin disait, alors par exemple dans le petit passage que vous avez cité tout à l'heure, et vous avez traduit par rapidité, par gène, ce que Darwin appelle kind, hein, dans le passage. Le schéma darwinien, puisque lui, évidemment, ne connaît pas du tout les gènes et qu'il invente en fait un autre système de compréhension de la chose, le schéma darwinien peut être intégré. Alors, certains des lecteurs contemporains aujourd'hui de Darwin disent ça, et peut-être on peut discuter, mais sur le mode, voilà, dans la sélection naturelle, certains instincts sont des instincts sociaux. Certaines espèces ou certaines formes de vie collective inventent sélectionnent des instincts sociaux. Et à ce moment-là, on appelle ça, Patrick Thor, par exemple, en France, dit ça, l'effet réversif de l'évolution. Et est-ce qu'il y a une place quelconque pour cette idée qui serait une idée, il me semble, un peu alternative à celle de la sociobiologie, dont vous vous êtes fait ici le porte-parole très éloquent et très efficace? Est-ce que cette idée qui est une autre idée, qui vient aussi de Darwin, mais qui ne me semble pas du tout être du même tonneau, c'est-à-dire... Voilà, dans la forme de sélection naturelle, il y a des formes qui sélectionnent des instincts qu'on appellera des instincts sociaux, cette fois-ci au sens non égoïste. Il y a effectivement de l'altruisme, il y a de l'entraide, il y a ce que Kropotkin appellera effectivement un schéma d'entraide, cette fois-ci qui n'est plus de l'altruisme, de l'égoïsme déguisé en altruisme, mais du véritable altruisme, de coopération, comme vous disiez en commençant votre premier exposé. Donc, pour résumer la question... Parfois, c'est long une question aussi. Non, mais parfois, on est obligé de... Non, mais voilà. De toute façon, sinon, je n'aurais peut-être pas compris la question. Donc, pour résumer la question, est-ce que, mis à part l'égoïsme génétique que quelqu'un avait évoqué là-bas, est-ce que, mis à part l'égoïsme génétique pour expliquer la socialité, on pourrait avoir des comportements altruistes qui soient véritablement non égoïstes? Est-ce que c'est ça la question? Voilà. Eh bien, je n'y crois pas. À titre individuel. J'ai bien compris, vous n'y croyez pas. Je n'y crois pas pour une raison très simple. C'est que je ne vois pas biologiquement comment de tels comportements peuvent être perpétués au cours des générations successives. En d'autres termes, je ne vois pas comment un comportement altruiste au sens humain, dans notre jargon humain, c'est-à-dire non génétiquement égoïste, comment un comportement altruiste peut être transmis génétiquement dès lors qu'il entraîne un coût et qu'il ne procure pas directement de bénéfice, à moins que ce soit un bénéfice indirect, mais alors on retombe dans l'égoïsme génétique. Je ne vois pas, je suis ouvert à toutes les suggestions, mais je veux qu'on me démontre, ne fût-ce que théoriquement, mathématiquement, ça m'est égal, comment, dans une situation qui est altruiste au sens anthropomorphique du terme, un gène
qui serait responsable d'un acte altruiste non égoïste génétiquement pourrait être transmis de génération en génération. Je ne vois pas comment. Alors Patrick Thor a évoqué cette idée. Mais cette idée, elle est malgré toute l'estime que je peux avoir pour Patrick Thor, je ne vois cette idée, elle est fragile parce que si elle est mise à l'épreuve de l'évolution biologique, elle s'effondre. Comment est-ce qu'un gène qui code pour des comportements qui ne sont que pour les autres et jamais pour soi peut se répandre dans une population? Je ne vois pas comment. À moins. Et je vois une ouverture possible, peut-être pour être un peu plus tempéré, qui fait référence à, je vais essayer d'être bref, des phénomènes de réciprocité. Alors, c'est un des concepts que je n'ai pas évoqué, mais en 2 mots, un gène qui code pour des comportements altruistes au sens biologique du terme, c'est-à-dire j'aide l'autre et ça me coûte. Si A aide B et que B aide A, il n'y a plus besoin d'apparentement entre les deux, ben, tout le monde peut y trouver un bénéfice si le bénéfice est plus grand que le coût. Si on s'entraide, on ne se connaît pas, on n'est pas des parents. Vous êtes dans la mouise, vous avez besoin de 5 €, paf, moi j'en ai 10 millions dans la poche. Ça vous coûte rien, enfin moi ça me coûte rien et vous ça vous aide à vous en sortir. L'année prochaine, c'est moi qui suis dans la mouise, c'est vous qui me lâchez 5 €. Le coût, oh non, attendez, j'y viens. Le coût pour vous et pour moi est ridicule et le bénéfice, on doum, c'est 5 € pour nous sortir de la mouise. Donc si le bénéfice est plus grand que le coût, tout le monde peut s'y retrouver. Mais il y a des tricheurs, on est bien d'accord. Moi je vais prendre les 5 €. Salut, ah t'es dans la mouise, eh bien tant pis pour toi. Donc il y a des tricheurs, donc il y a des conditions spécifiques pour que cela soit stable. Mais ça existe, hein. Les animaux sont capables de dire celui-là il m'a aidé, celui-là il m'a pas aidé, donc bien. Mais, et j'ouvre maintenant sur l'autre hypothèse, enfin l'autre explication. Il existe des systèmes de réciprocité avec 2 individus, A reconnaît B, B reconnaît A et on s'entraide et ça marche très bien. Mais il existe aussi des systèmes avec plusieurs individus. C'est-à-dire que je vais me comporter de manière altruiste à l'égard de madame. Je vais consacrer du temps à devenir chez madame. Mademoiselle, qui est là en observateur indiscret, se dit, ce type, il a l'air sympa parce qu'il l'aide. Et donc, spontanément, plus tard, elle va se dire, je vais essayer de coopérer avec ce gars-là parce que ce gars-là, il a l'air d'être un coopérant. Et je vais recevoir, ce n'est pas elle qui va me rendre le bénéfice de mon acte, c'est elle qui va compenser le coût que j'ai payé pour l'aider elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on appelle la réciprocité indirecte. Pierre aide Paul, et ce coût sera compensé parce que Jean va aider Pierre. Et on a des réactions en chaîne. Et ça existe chez les poissons. Les poissons, il y a le labre, qui est un poisson qui nettoie des brèmes, qui retire les ectoparasites des brèmes. Eh bien, quand les labres, donc les labres peuvent se nourrir sur les brèmes, et quand les labres retirent les ectoparasites, les brèmes, elles aiment ça. Mais quand les labres font des bêtises du genre, ils mordent dans la chair de la brème, les brèmes n'aiment pas, et elles les éjectent, parce qu'elles se font manger. Eh bien, ce qui se passe chez ces bestioles, c'est que les brèmes regardent dans l'aquarium quels sont les labres, ce sont des longs poissons, qui coopèrent, c'est-à-dire qui nettoient bien les brèmes. Et s'ils voient qu'il y a un labre qui mord et que tout à coup, il y a une interaction brème-labre qui se sépare très sèchement, ma brème, X, s'en va et va chercher une autre interaction. Et si elle voit que le labre est sympathique et qu'il nettoie bien la brème sans la mordre, à ce moment-là, il sera, je ne peux pas avancer plus que ça, il sera enclin à aller travailler avec ce labre-là pour se faire nettoyer. Donc, il donne de la nourriture au labre et la brème est nettoyée. Donc, vous avez un système comme ça. Et les poissons sont capables, les poissons sont capables de voir ça de manière très, très, très claire. Enfin, certains, ceux-là en tous les cas. Et quand un labre sait qu'il est observé par une brème, il est tout sympa avec son client, il le nettoie, il regarde l'autre là. T'as vu, je suis sympa. Et en effet, l'autre vient. Et quand il n'y a pas de brème, de temps en temps, il leur mord dans des rires, etc., parce qu'il n'y a personne qui les regarde. L'audience est très importante. La public reputation, très, très importante. Il faut paraître comme quelqu'un de coopérant. Donc là, je peux voir apparaître des comportements coopératifs, mais ils sont quand même égoïstes parce qu'on attend toujours un bénéfice qui est plus grand que le coût. Mais je suis sorti de Darwin, de Milton. Voilà. Bon, je crois que voilà. Bien, on va s'arrêter là. Merci infiniment. Avec plaisir.